Deux invités à un plateau. Une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Chacun de leur côté, ils se sont donc préparés pour cette rencontre. Alors on commence par vous. Qui êtes-vous? Donc je suis Emmanuel Sander, je suis professeur de psychologie du développement et de l'éducation à l'Université Paris 8. J'appartiens au laboratoire Paragraphe où je suis responsable d'une équipe dans laquelle les questions d'apprentissage scolaire sont essentielles, qui s'appelle CRAC, compréhension, raisonnement et acquisition des connaissances. Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui êtes là pour ce débat? Écoutez, je suis co-auteur d'un livre sur les connaissances naïves. Je suis également responsable d'un projet sur les apprentissages arithmétiques à l'école. Et je m'inscris dans la mouvance des sciences cognitives dans laquelle on cherche à comprendre les mécanismes psychologiques qui sont présents dans les apprentissages. Deuxième invité, même question. Qui êtes-vous? Je m'appelle Christiane Montandon, je suis professeure émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 12, Créteil-Val-de-Marne. Et pourquoi précisément vous pour ce débat? Je crois que j'ai beaucoup travaillé sur le travail en groupe des élèves. Ce qui m'intéresse, c'est comment les élèves apprennent et surtout ce que les élèves ne comprennent pas et pourquoi ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que j'ai été formée à la médiation cognitive. À partir de maintenant, vous avez 30 minutes avec vos montres en point de repère et une lumière rouge. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter. Allez, c'est parti. Avant d'aborder les remèdes à l'échec scolaire, j'aimerais peut-être définir en quoi consiste, du point de vue des apprentissages, l'échec scolaire et quelles sont les difficultés que certains élèves peuvent rencontrer à apprendre. Parce que de mon point de vue, apprendre implique toujours une expérience du déséquilibre, de la déstabilisation, d'une remise en question. Et ce déséquilibre peut être très mal vécu par les élèves, par les apprenants, parce que ça peut induire des angoisses, des peurs d'apprendre, des investissements, des manières de ne pas s'engager dans l'apprentissage. Donc je crois qu'il est bon de faire quand même l'état des lieux de ce que c'est que ces difficultés d'apprentissage. Oui, et pour vous, quelles sont-elles? Ça veut dire d'abord, enfin, à travers ce que j'ai pu voir, ces difficultés sont la manière dont les élèves lisent, par exemple, le libellé du sujet. Souvent, ils ne lisent pas jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas bien en quoi consiste le problème. Une autre difficulté, c'est l'entrée dans la tâche. Devant un problème, sous quel angle rentre-t-il? Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'entrer dans la tâche? Il y en a des stratégies plus efficaces que d'autres. Alors une autre difficulté, c'est aussi ne pas hiérarchiser les informations importantes. Donc je crois qu'un des remèdes, donc là on voit comment c'est en repérant les difficultés qu'on peut construire les remèdes, un des remèdes c'est effectivement aider les élèves à apprendre à hiérarchiser les informations, quelles sont les informations essentielles, quelles sont les informations importantes, quelles sont au contraire les informations secondaires. Et donc c'est à travers ça qu'ils vont pouvoir réaliser une tâche. Alors, je pense qu'en soulevant ces questions, effectivement, il y a une autre question qui est un petit peu sous-tendue. Parmi les difficultés d'apprentissage, certaines vont relever de difficultés générales et d'autres vont relever de difficultés qui sont propres à ce qu'on cherche à enseigner. Par exemple, si on veut enseigner la notion de soustraction, alors une question qui va se poser, c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce concept de soustraction? Qu'est-ce que c'est que ce concept qu'on cherche à enseigner? Et on se rend compte que les enfants, très jeunes, ont l'idée de ce que c'est enlever.
Et donc, lorsqu'on leur dit, j'ai 5 bonbons, est-ce que je t'en prends 3 ? Combien il en reste ? Bien, avant même qu'on leur ait enseigné la soustraction, c'est quelque chose que les enfants savent très bien faire. Mais en revanche, si on leur dit, tu as 2 billes, tu en as gagné à la récréation, maintenant tu en as 5, combien tu en as gagné ? Alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que, en fait, on leur a donné une situation dans laquelle ils ont gagné des billes, mais ce qu'on attend, c'est une soustraction. Parce qu'ils ont gagné, mais la réponse à la question, c'est de faire 5 moins 2 et de dire que le nombre de billes qui ont été gagnées, c'est faire moins. Et à mon sens, un des grands défis de l'école, c'est de réussir à identifier ces difficultés conceptuelles qui sont susceptibles d'être rencontrées par les enfants. Et là réside un défi important pour l'école. Les sciences cognitives étudient l'ensemble des processus de la pensée et de l'intelligence. N'ont-elles pas un rôle clé à jouer à l'intérieur même de l'école ? Alors effectivement, il y a tout un ensemble de travaux expérimentaux qui permettent de mettre en évidence ce type de difficultés. Et les recherches en sciences cognitives sur les acquisitions conceptuelles sont absolument centrées sur l'identification de ces concepts qui sont spontanés ou aussi sur la manière dont on peut chercher à faire évoluer des concepts pour qu'ils correspondent à ce que l'enseignant souhaiterait transmettre réellement à ses élèves. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est le problème des effets d'habillage. Ce qu'on appelle les effets d'habillage, c'est-à-dire qu'effectivement, un même problème, un même processus cognitif peut être présenté de beaucoup de manières différentes. Absolument. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est justement, et ça c'est un des remèdes qu'à mon avis on n'utilise pas assez, il faudrait décliner systématiquement, il faudrait faire varier systématiquement la présentation d'un même problème. Et j'emploie ici une métaphore musicale, faire des fugues et variations, c'est-à-dire faire, je crois que les apprenants sont déstabilisés parce qu'ils n'ont pas suffisamment fait leur gamme, c'est-à-dire sur un même problème, par exemple le problème de la soustraction dont vous parlez, qui est un problème également qui a des dimensions affectives, parce que ça renvoie à la perte de l'objet. Il y a des enfants qui ont des difficultés à soustraire parce que ça a des résonances affectives. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'apprentissage et les expériences d'apprentissage n'ont pas simplement des dimensions cognitives, mais elles ont des dimensions affectives et des dimensions connatives, c'est-à-dire comment connatives au sens où qu'est-ce qui les incite, qu'est-ce qui les pousse à quel intérêt j'ai à m'engager dans l'apprentissage. Donc, les effets d'habillage, c'est donc la manière dont un même problème, selon qu'il est présenté différemment, va être plus ou moins facilement résolu par des apprenants. L'habillage, à mon sens, peut être vraiment un levier d'apprentissage, mais qui va au-delà de la variation, dans la mesure où ça peut tout à fait être un outil que l'on contrôle et que l'on manipule comme outil pédagogique. Alors je m'explique, c'est que si on prend, mettons une situation qu'on donne à des élèves d'école primaire et on leur dit, vous avez 36 pommes et 12 paniers, inventez un problème. Alors ici on a un habillage dans lequel la situation prête naturellement à inventer un problème de multiplication ou de division, parce que derrière cette situation avec des pommes et des paniers, eh bien, on se représente des contenants et des contenus. Il y a une abstraction presque immédiate qui est faite par les élèves, qui est tout à fait naturelle. Ce type de problème est très facilement réussi. Alors, on pourrait multiplier autant qu'on veut des habillages en changeant, mettons, les pommes et les paniers par des fleurs et des vases ou par des billes et des sacs de billes. Mais si on faisait ça, ça n'apporterait rien. Parce que finalement, derrière toutes ces situations, il y aurait toujours cette relation contenant-contenu. En revanche, si on demande à des enfants d'inventer un problème dans lequel on a 36 pommes et 12 oranges, alors là, on s'aperçoit que ça devient très difficile pour ces mêmes enfants d'inventer un problème de multiplication ou de division parce que leurs connaissances du monde ne sont pas en adéquation avec cette situation. Et c'est là qu'on va favoriser une abstraction supplémentaire parce qu'on va devoir imaginer des situations dans lesquelles on est sorti du contenant-contenu et on doit dire, par exemple, combien est-ce que j'aurai d'oranges pour chaque pomme.
Et là, ça demande une conceptualisation particulière. Mais dans ce cas, l'habillage n'est pas juste un élément de variété, mais c'est vraiment un outil qui est à disposition du psychologue pour construire les meilleures situations d'apprentissage qui vont favoriser l'abstraction. Et dans les apprentissages, on va favoriser l'acquisition de structures abstraites en présentant les contenus adaptés, c'est-à-dire les habillages adaptés, si on garde le vocabulaire de l'habillage. Ce qui me semble important dans les remèdes pour aider les apprenants à s'engager dans la tâche, c'est de respecter chez les apprenants ce que j'appelle différents profils cognitifs. À savoir, il y a des apprenants qui sont plus à l'aise dans le langage, il y en a d'autres qui sont plus à l'aise dans le figuratif, dans l'image. Et donc je trouve que ce qui est important, c'est de présenter un même problème ou un même objectif pédagogique à poursuivre, mais en présentant des modalités différentes, c'est-à-dire en présentant des problèmes soit dont l'entrée est d'abord figurative, au niveau iconique, au niveau des images, soit au contraire au niveau textuel. Et je crois qu'une des difficultés au niveau de l'enseignement, c'est qu'on privilégie trop ce qui est de l'ordre de logico-mathématique, c'est-à-dire linguistique, et on néglige, à mon avis, ce qui est une entrée du côté iconique, du côté figuratif. Or, grâce à l'image, on va pouvoir demander à chaque élève, à chaque apprenant, ce qu'il perçoit de l'image. Et à travers ce même référent iconique, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va y avoir des formulations linguistiques différentes. Et comment, à travers cette confrontation, on va pouvoir arriver à des échanges. Car un des remèdes également, que je trouve, c'est susciter des interactions entre élèves, c'est-à-dire susciter des échanges langagiers pour qu'ils comprennent que l'autre ne voit pas forcément ce qu'il voit. Or, on ne peut pas prendre conscience de ces différences de représentation si on ne verbalise pas ce qu'on voit. Oui, alors je rebondis sur cette question du visuel versus les autres modes de présentation. Je pense aussi qu'une question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on va chercher à donner des situations qui facilitent les choses à l'enfant, ou est-ce que, au contraire, parfois, ça pourrait être important de chercher à construire des situations dans lesquelles il y a des obstacles à franchir. Et parfois, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on cherche à tout prix la réussite de l'enfant, mais cette réussite peut être illusoire, parce que lorsqu'on crée toutes les conditions de la réussite, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une performance, peut-être, mais on n'obtient pas forcément une conceptualisation. Et ça, c'est quelque chose d'aussi essentiel, c'est-à-dire il y a à la fois effectivement la question de comment donner les meilleurs supports d'apprentissage, mais cette question ne peut jamais être dissociée de comment donner les moyens d'évoluer dans ces conceptions. Et parfois, bien sûr, je ne fais pas allusion aux idées que vous défendez, mais parfois, c'est un écueil dans lequel on... Ah oui, donc je suis tout à fait d'accord, je ne vise pas la performance. Hein. Je ne suis pas du tout dans une conception où il s'agit simplement du résultat, mais au contraire, je trouve très important, effectivement, l'importance de la démarche. Tout le problème, c'est qu'en classe, il y a parfois une hétérogénéité. C'est-à-dire que dans l'école, dans une classe, il va y avoir des enfants qui vont avoir des niveaux de fonctionnement cognitif différents. Et donc, là est un gros problème. C'est-à-dire, comment est-ce que, à travers une même situation d'apprentissage, peut-être que cette même situation d'apprentissage va sembler très facile aux uns, très difficile aux autres. Donc, comment permettre qu'à travers cette situation d'apprentissage, ils aient vraiment construit de nouvelles démarches, de nouveaux découvertes, de nouveaux concepts, etc.
tout ce qu'on a dit jusqu'ici et les préconisations à mettre en œuvre me semblent difficiles dans la mesure où, de mon point de vue, ça pose la question de la formation des enseignants. Absolument. Et de la formation initiale et aussi continue. Absolument. Alors, alors la question des préconisations et effectivement des difficultés, des obstacles aux préconisations, c'est vrai qu'on pourrait faire une longue liste. Hein. Tout à l'heure, j'ai un petit peu évoqué la question des connaissances spontanées, c'est-à-dire les connaissances qu'ont les élèves un petit peu en marge de l'école et qui vont influencer leur manière dont ils appréhendent spontanément les concepts qui sont enseignés. Alors, en fait, c'est sans doute extrêmement riche que de s'appuyer sur ces connaissances spontanées qui peuvent parfois être des obstacles à l'apprentissage, parfois ça peut conduire à des erreurs, mais également ce sont des outils sur lesquels l'enseignant peut s'appuyer pour favoriser les apprentissages. Simplement, je vous prends un exemple, j'ai parlé tout à l'heure de soustraction et ça m'est arrivé de former des enseignants aux erreurs que commettent les enfants dans la résolution de soustraction. Concrètement, pour acquérir les connaissances qui sont liées aux erreurs liées à la soustraction, ça représente des années de travail. C'est-à-dire pour avoir fait un petit peu le tour de la question avec de nombreux enfants, en ayant manipulé un petit peu l'ensemble des situations possibles, c'est une expertise qui est difficile à acquérir et c'est une expertise qu'ensuite, comme vous posiez la question de la formation des enseignants, qui est ensuite une expertise qu'il est difficile de transmettre. Et cette expertise, en même temps, est de grande valeur parce que les enseignants, toujours sur l'exemple le cas de la soustraction, des erreurs de la soustraction, se sont rendus compte que finalement, ils arrivaient maintenant à comprendre les erreurs que commettaient leurs élèves, qu'avant leur semblaient des erreurs d'étourderie ou des signes d'incohérence. Mais avec cet éclairage, cela leur donnait un tout autre regard sur les travaux de leurs élèves. Et ce travail est simplement un travail de longue haleine. C'est là où je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de prendre en compte l'erreur, mais où je ne suis pas d'accord, c'est sur la méthode que vous proposez. C'est-à-dire, je crois qu'il ne s'agit pas de répertorier l'ensemble des erreurs possibles, mais au contraire de demander à chaque élève comment tu t'y es pris. Qu'est-ce que tu as fait? Par quoi tu as commencé? Et donc, faire prendre conscience, donc c'est dans une démarche qu'on appelle métacognitive, c'est-à-dire où on demande à l'apprenant de verbaliser, de dire ce qu'il a compris, comment il a procédé, qu'on peut peu à peu localiser où s'est trouvée l'erreur, en quoi elle consiste, et précisément, c'est quelque chose de beaucoup plus constructif pour l'enfant, parce que c'est l'enfant lui-même qui prend conscience de là où se trouve l'erreur et qui comprend mieux quelle est l'autre stratégie qu'il fallait prendre en compte. C'est l'enseignant qui accompagne l'élève, quitte à ce que, parce qu'en plus, dans une classe, il peut y avoir différents types d'erreurs. Oui, mais on en revient à la question que l'enseignant doit, dans ce cas, être conscient du type de difficulté qui est susceptible de rencontrer l'enfant, que j'ai une longue expérience avec les enseignants et que je me rends compte que très souvent, en fonction des domaines, il leur est difficile, et c'est très normal, de maîtriser l'ensemble des domaines. Et je crois qu'une démarche générale, c'est le parent pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement, une démarche métacognitive peut toujours être utilisée par défaut. Mais en revanche, si on donne les moyens aux enseignants d'anticiper les conception préalable des enfants, les difficultés qu'ils sont susceptibles de rencontrer domaine par domaine, on les outille très bien. Alors que si on leur dit en général, vous devez être dans telle démarche, eh bien, on les outille, mais on les outille moins bien. L'un n'exclut pas l'autre, mais à mon sens, c'est une option par défaut. Vous semblez-vous dire qu'il y aura des concepts à travailler, des obstacles à travailler discipline par discipline? Or, ma formation de philosophe fait que j'ai une conception beaucoup plus fondamentaliste de l'intelligence, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des processus, par exemple la comparaison,
la classification, la définition, qui sont des processus qui sont transversaux à toutes les disciplines, bien que, effectivement, selon certaines disciplines, il va y avoir des réseaux conceptuels, des systèmes de concepts différents. Oui. Est-ce que je me fais comprendre sur le transfert? Vous pouvez comprendre, mais je suis un peu dubitatif dans le sens où il ne s'agit pas évidemment de faire une cartographie des connaissances naïves juste pour le plaisir de faire une cartographie, mais il s'agit de se donner les moyens d'avoir ensuite des instruments sur lesquels fonder des méthodes pédagogiques qui effectivement dépasseront, je dirais, un enseignement peut-être trop traditionnel, pas assez ouvert sur les questionnements, sur l'abstraction, etc. Mais le matériau lui-même est à construire et ce matériau, actuellement, il n'existe pas ou il est très très imparfait et effectivement, il y a toujours la question de la transmission, de la formation des enseignants, qui est un autre écueil, c'est-à-dire que pour l'instant, malheureusement, on est souvent obligé de faire le constat que l'articulation recherche-enseignement se fait mal. Et c'est vrai qu'on n'est pas peut-être ici pour parler de politique, mais en tout cas, comme on parle des obstacles, parmi les obstacles, il y a cette difficulté à ce que la recherche s'interpénètre avec l'enseignement. Lorsqu'on parle d'enfants en difficulté, mais en difficulté qui ne sont pas extrêmes, mais peut-être ce qu'on a tendance à appeler entre guillemets le mauvais élève, est-ce que les méthodes générales doivent être foncièrement différentes et est-ce que ce qu'on a dit ne s'applique qu'aux mauvais élèves ou au contraire s'applique à l'ensemble de la classe? Bon, il me semble qu'on sera assez d'accord sur l'idée qu'il y a certains processus qu'on va chercher à favoriser et que, évidemment, les cheminements individuels entre les enfants vont profondément varier, mais en revanche, il y a certains processus sur lesquels on va pouvoir s'appuyer qui vont correspondre à la philosophie d'apprentissage qu'on aura adoptée. Ce que je crois que nous apportent les élèves en difficulté, c'est que grâce à ces difficultés, à ces obstacles, les enseignants prennent conscience de la nécessité de changer leur méthode. Or, ce que je peux dire, c'est que la plupart des innovations ont été faites à la marge. Et ça, depuis presque un siècle. Que ce soit Freinet, que ce soit Cousinet, que ce soit la pédagogie institutionnelle, il y a eu des innovations pédagogiques où on a introduit des méthodes actives. C'est-à-dire où, véritablement, l'enseignant ne visait pas à transmettre tout le temps des contenus, mais s'intéressait à ce que les élèves manipulent, non pas physiquement à la main, mais manipulent mentalement des objets et interagissent entre eux, verbalisent, échangent des oui. Alors oui, je me suis peut-être mal exprimé, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, alors je suis entièrement d'accord avec vous, qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de travailler avec les élèves en difficulté, y compris, et notamment, nous on travaille beaucoup avec des élèves des classes de SECPA, et c'est extrêmement intéressant, et ce qu'on en tire justement, ce sont des méthodes innovantes, mais des méthodes innovantes qui sont aussi utiles ensuite pour les classes traditionnelles. Donc, effectivement, ce que vous venez de dire, je le reformule, mais c'est que on se rend compte de choses, mais ces aspects sont souvent pertinents au-delà des élèves en grande difficulté. Et en fait, on se rend compte ensuite qu'on s'était beaucoup illusionné sur les apprentissages généraux, qu'on pensait effectivement que enseigner, c'était juste transmettre des contenus. Lorsqu'on travaille avec des élèves en grande difficulté, on se rend compte que c'est pas ça. Mais une fois qu'on a compris que c'était pas ça, on peut le mettre en œuvre sur l'ensemble de la classe et généralement au bénéfice de la classe. Et ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait important que de se dire que les élèves en grande difficulté, ça peut être comme je dirais, pour faire une métaphore simple, mais ça pourrait être comme une vue au microscope de ce qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire qu'en travaillant avec quelques enfants de SECPA, eh bien, on peut avoir une vue très large d'erreurs qu'il aurait fallu beaucoup de classes, peut-être des dizaines de classes pour observer. C'est un effet de grossissement. Donc, sur la question de la validité des pédagogies, est-ce qu'elles doivent être profondément différenciées entre les élèves qui sont plus en difficulté et les bons élèves? Est-ce que
les mêmes pédagogies peuvent aussi pousser les... Alors je crois qu'on ne doit pas être prescriptif sur les pédagogies. Je crois qu'il faut une pédagogie très différenciée, c'est-à-dire que, étant donné que les classes sont très hétérogènes, je crois qu'il faut il serait bon à la fois qu'il y ait des travaux en petits groupes, des travaux individuels, des méthodes actives, mais aussi des moments d'exposition, selon précisément les étapes d'apprentissage. Il y a des différents moments, il y a une familiarisation d'abord avec des nouvelles notions, il y a une consolidation, il y a différentes étapes dans l'apprentissage. Et selon ces différentes étapes d'apprentissage, je crois qu'il y a des méthodologies adéquates. Je pense qu'on peut parler de l'émergence de ce qu'on appelle, alors c'est un terme un petit peu barbare, mais les EIAH. Les EIAH, c'est ce qu'on appelle les environnements informatiques d'apprentissage humain. Et c'est une voie, mais alors c'est une voie qui est encore tout à fait balbutiante, mais qui est intéressante, dans laquelle, en fait, on va essayer d'automatiser informatiquement certains diagnostics en construisant des situations diversifiées et en faisant travailler l'élève avec l'ordinateur. Et ensuite, l'ordinateur produit un diagnostic qui peut être utilisé par l'enseignant. Et bien entendu, ces dispositifs n'ont pas vocation à être autonomes et à être en marge de la classe, mais par contre, les penser comme des éléments intégrés dans la classe peut être une manière partielle de réconcilier les questions de généralité et de spécificité, parce qu'il y a des thématiques générales qui sont celles qui sont abordées par ces EIAH, et en même temps le diagnostic est individuel, et donc l'enfant va ensuite bénéficier, si l'on peut dire, de cette individualisation. Alors je comprends bien que une médiation par l'outil informatique est important, mais je rebondirais sur l'importance aussi d'une évaluation dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui a été utilisé pour tous les élèves, c'est-à-dire depuis déjà une vingtaine d'années, les évaluations qui sont faites en début, que ce soit en 6e, que ce soit en seconde, que ce soit en CM, en CE2, où on fait passer des situations d'exercice et où il s'agit de repérer pour tout le monde, pour tous les déficits ou les lacunes ou les difficultés, par exemple, de lecture de la consigne, de maniement de concepts, etc. Simplement, ce qui manque dans ces évaluations dynamiques, c'est que il ne s'agit pas de s'intéresser seulement aux résultats, mais que l'enseignant comprenne bien par quel processus, par quelle démarche l'élève est passé. Or, la plupart du temps, les enseignants n'ont pas eu cette formation. Donc, je suis un peu gênée parce que il y a eu beaucoup de découvertes et beaucoup de travaux faits en sciences cognitives, en psychologie cognitive, mais je ne suis pas sûre que ces découvertes et ces méthodologies aient été véritablement développées, acquises par les enseignants, parce que l'Éducation nationale ne leur a pas donné la possibilité de se former, par exemple, à tout ce qui est évaluation dynamique. Et ça soulève tout à fait la question de l'importance de la prise en compte des processus psychologiques qui sont mis en jeu dans ces exercices qui donnent lieu à évaluation. Et effectivement, entre la performance et le mécanisme, souvent, le pas n'est pas fait et on ne peut que le regretter. Tout à fait d'accord. Donc il y a non plus à simplement se focaliser, se centrer sur les résultats, les performances, mais privilégier aussi les processus et les démarches. Absolument. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.